Je citerai tout de même quelques-unes de leurs œuvres. Eugène Green a publié en 2018 un essai sur Shakespeare, Shakespeare et la lumière des ombres chez Desclés de Vauvert, et un roman L'Enfant de Prague chez Phébus en 2017. Mais je ne peux pas omettre de cette liste récente deux ouvrages plus anciens. Présence, essai sur la nature du cinéma, une coédition Desclés de Vauvert et les cahiers du cinéma en 2003, et un recueil de notes, poétique du cinématographe chez Actes Sud en 2009. Pour le cinéma, La Sapienza est sortie en 2014, Faire la parole en 2016, En attendant les barbares en 2017, sans oublier son mini-film Comment Fernando Pessoa sauva le Portugal également en 2017. Et majeur aussi, vous le savez sans doute, Eugène Green en 1977 fait le théâtre de la Sapiens. Un jeune poète, premier long de Damien Manivelle, est sorti en 2014. Il avait frappé par une belle et certaine audace que confirment les suivants, Le Parc, en 2016, et Tatara, La nuit au Génagé, co-réalisé avec Koei Garashi, et sorti en 2018. Damien Manivelle est aussi l'auteur de courts-métrages, dont Un dimanche matin, que l'on retrouve en bonus dans le DVD de Tatara, et qui a obtenu le prix de la Semaine de la critique à Cannes. J'ajouterai ceci, la neige, les fantômes, la parole, et une certaine idée de la lumière et de la poésie les rapproche, comme un au-delà de la littérature, une certaine essence de quelque chose, une chose, des choses, de l'art, de l'esprit, toute chose influente. Je vous cède la parole pour ce dialogue dont nous avions très envie ici aux Anjou. À vous, monsieur. Bonjour Eugène. Bonjour Damien. Ça va être un dialogue, mais vous êtes invité à nous poser des questions ou à discuter avec nous si vous le souhaitez. Bon, je commence par te poser une question, puisque dans mon cas, c'est oui, non, juste parce que le thème général, c'est des influences des arts sur la littérature. Bon, moi j'ai écrit un peu, mais donc toi, en tout cas, je ne pense pas que tu aies publié des livres, donc je te pose la question plutôt sur ton cinéma, quels sont les autres arts, la littérature ou les autres arts qui a forcément influence ton cinéma, mais que, voilà, qui te nourrissent en tant que cinéaste? Je dirais que l'art qui vient en premier pour moi, c'est, et même peut-être encore avant le cinéma, en tout cas dans mon cœur et dans les travaux que je fais, c'est la danse. J'ai fait de la danse, j'ai été danseur, c'est ce qui m'inspire le plus. Après, je ne veux pas comparer non plus avec les autres arts, mais je sais que je suis pétri de ça, je sais que ça m'influence. Et le fait de me lancer dans le cinéma, ça vient aussi de mon plaisir d'observer les danseurs avec qui je travaillais danser. Et voilà, j'essaye quand je fais des films, c'est pas simple, mais j'essaye d'avoir toujours en tête un peu cette émotion que j'ai eue quand j'observe des danseurs danser et que je sens qu'il se passe quelque chose en fait. C'est vraiment cette émotion fine là que je recherche quand je travaille. Après la littérature, j'ai fait un film qui s'appelle Un jeune poète, donc voilà, j'ai lu beaucoup de poèmes et je me suis essayé à la poésie. J'étais très maladroit comme le héros de mon film quand j'étais adolescent. Mais comment dire, en fait, je suis pas non plus cinéphile. Enfin, j'ai l'impression de piocher un petit peu en fonction des projets, en fonction de ce qui se passe dans ma vie. J'ai l'impression de piocher à droite à gauche, mais j'ai pas une culture extensive. Et si je m'intéresse à un auteur, par contre, je vais tout voir. Mais je vais ignorer il y a tout un pan du cinéma que j'ai encore à découvrir. Tant mieux. Ouais. Sinon, on s'ennuie. Et spécifiquement, par exemple, dans tes films, est-ce qu'il y a des séquences ou des plans où on voit l'influence de la danse? J'essaye que ce soit présent dans tous les plans, en fait. Par exemple,
quand je dois filmer deux personnes qui marchent, a priori, ça n'a rien de super excitant, mais du fait de cette sensibilité, entre guillemets, je me dis qu'il va se passer quelque chose, que ça va être beau, et que tout est beau en fait, potentiellement, et que c'est juste le regard qu'on porte dessus. Et je dirais l'atmosphère aussi qui entoure les acteurs au moment du tournage, qui va faire que quelque chose va se passer. Donc autant je peux être concentré vraiment sur des tout petits détails et m'émouvoir que l'acteur ait accidentellement, se soit gratté l'arrière de la tête par exemple. Donc c'est là où pour moi la danse, elle est toujours très présente et d'une certaine façon ça me donne de la force pour apprendre à voir les choses, apprendre à voir ce qui se passe et déceler comme ça des émotions, des détails, des gestes. Dans Un jeune poète, c'est peut-être plus statique, mais dans les deux autres films, ce sont des personnages qui sont toujours en mouvement, en quelque sorte, qui vont toujours quelque part. Même la jeune fille qui marche à l'envers. Qui marche à l'envers. Moi, mon rapport aux autres arts, c'est. Moi, j'écris, donc, puis. Même j'écris depuis mon adolescence, tandis que je fais du cinéma seulement depuis 20 ans. Et donc la littérature, c'est toujours c'est une partie très importante pour moi. Mais disons qu'il n'y a pas de... Quand je pense à un sujet de fiction, parfois j'hésite, mais une fois que j'ai décidé si c'est un roman ou un film, ça ne peut pas devenir l'autre. Et les gens me demandent souvent pourquoi je ne fais pas d'adaptation de mes romans. D'abord, je ne crois pas à l'adaptation. C'est une idée très, très néfaste, je pense. Un cinéaste peut s'inspirer d'une œuvre littéraire comme il peut s'inspirer d'une conversation qu'il entend dans un café, mais quand on essaie l'idée d'adaptation, c'est-à-dire que c'est un roman pour des paresseux. Au lieu de lire un roman, les gens regardent un film pendant 2 heures, et qu'ils ont l'impression d'avoir lu le roman. Mais en général, les adaptations, ce n'est pas de la littérature et c'est du mauvais cinéma, parce que c'est quelque chose de simplement... c'est un transfert académique d'une œuvre littéraire en image. Donc, ce sont des choses très différentes, même si ça part d'une source commune pour moi. Et une des différences essentielles, c'est que, par exemple, certains lecteurs de mes romans qui me connaissent sont surpris par la violence de certains passages dans les romans, tandis que dans mes films, il y a une violence parfois psychologique, mais il n'y a pas de violence physique. Et c'est que dans un roman, dans la littérature en général, toute image passe par une opération intellectuelle. On ne voit pas, on ne voit rien en voyant les mots. Il faut lire les mots et puis les transformer en images mentales. Tandis que dans le cinéma, on filme ce qui est réel. Et donc, à la fois la violence, comme ça, directement, c'est trop fort pour moi, pour le cinéma, mais aussi que c'est forcément faux, puisque quand les gens s'entretuent dans un film, c'est évidemment, ils ne s'entretuent pas. Donc, pour moi, la violence directe n'a pas sa place dans le cinéma, tandis qu'on peut le faire dans un roman, puisqu'il y a le filtre des mots et de l'opération intellectuelle qu'il faut pour passer de la lecture à l'image. Et je trouve que, par exemple, ta façon de filmer, c'est
c'est à l'opposé du mien, dans la mesure où tu improvises et que tu captes quelque chose de spontané. Mais je recherche la même chose, en fait. Et que, bien que mes scénarios soient très écrits, c'est pas le film. Dans mes scénarios, il y a déjà le découpage, il y a la description telle que je la vois de chaque image, mais le film n'existe à cause de l'énergie réelle qui arrive sur le tournage. Et donc ça revient au même. Moi, j'aimerais bien fonctionner comme ça aussi, mais il se trouve que le plus c'est vague et le plus c'est inconfortable et le plus de plaisir je prends à travailler en fait. Et c'est très étrange parce que du coup il y a comme un tiraillement entre j'ai rien préparé, j'aurais dû écrire ce dialogue et en même temps une vraie excitation d'être là face à une équipe, face à des acteurs qui me disent bon on fait quoi et me dire je sais pas, il y a un joli rayon de soleil, on va se mettre là et on va. Donc, ce qui me limite d'une certaine façon, je le sens, parce que c'est vraiment totalement dans la spontanéité. Et en même temps, quand j'essaye de plus cadrer les choses, plus organiser, j'ai l'impression de perdre quelque chose. C'est vraiment très étrange. Et j'aimerais bien réussir à cumuler les deux. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de travail en amont, parce qu'il y a énormément de travail en amont, mais sur le plateau, j'ai envie d'être complètement en risque et animé. Mais effectivement, quand on s'était rencontrés la première fois, c'était à Locarno, c'était en 2014, et j'étais allé voir Eugène, parce que j'admirais beaucoup son travail, je lui ai demandé de venir voir mon film. Il est gentiment venu voir mon film. Et c'est tout de suite le constat de notre première discussion, c'était ça, c'était bon, on n'a pas du tout la même façon de faire, mais on cherche quelque chose ce dont j'essayais de parler tout à l'heure, c'est-à-dire des apparitions, enfin, quelque chose comme une émotion. Enfin, moi je l'explique comme ça, toi tu parles beaucoup de présence, mais moi je dirais la sensation que l'acteur ou le paysage porte un mystère et des pensées. Et du coup, ça nous attire vers le film, ça nous attire à l'intérieur du film. Ce que me fait la danse aussi, à certains moments. Voilà. Après, ce risque-là, il est aussi... ce que j'admire beaucoup dans ton travail, et qui m'interroge, c'est aussi que depuis ton premier film, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très décidé en fait. Et j'ai l'impression que, alors je pense que tu me diras peut-être le contraire, mais il y a, dès ton premier film, il y a vraiment quelque chose qui est là en fait, et qui se ressent dans chaque film. Et j'ai l'impression que, quel est ton sentiment par rapport à ça? Est-ce que tu as l'impression toi de faire des films très différents les uns des autres, ou de faire des films qui se ressemblent? Enfin, comment est-ce que tu... C'est-à-dire que j'ai trouvé... Bon, toi tu as commencé normalement à faire des films à l'âge normal, donc jeune. Et moi j'ai fait mon premier film, j'étais déjà vieux. Donc forcément, mais c'était un désir de faire des films depuis l'âge de 16 ans. Et du coup, il y a quelque chose, je ne pouvais pas faire des films, mais je pouvais réfléchir sur le cinéma, sur l'essence du cinéma, et essayer de... Et puis, on fait un chemin aussi en tant qu'être, on mûrit, enfin, il faut l'espérer. Et donc, j'ai trouvé un langage, il y a souvent, si on ouvre n'importe quel texte de Flaubert à partir de Madame Bovary et on lit une page, on sait que c'est Flaubert, même si on n'a jamais lu, je ne sais pas si ça existe, les gens qui n'ont jamais lu Madame Bovary, mais disons que, voilà, on sait que c'est Flaubert, parce qu'il y a le style Flaubert. Et moi j'ai trouvé un langage, il y a quelques cinéastes comme ça, comme Ozu. Voilà, une fois, il a trouvé son langage vraiment seulement après la Seconde Guerre mondiale, mais à partir
de la fin des années 40. Il suffit de voir un plan d'Ozu et on sait que c'est d'Ozu. Donc j'ai trouvé un langage, et comme ce langage me permet de faire ce que je cherche à faire, je ne vois pas de raison pour le changer, d'autant plus que je n'en vois pas d'autres. Je sais que je ne pourrais pas, donc j'aime vraiment beaucoup tes filles, et quelques autres réalisateurs aussi qui travaillent d'une manière assez intuitive, comme ça. Mais moi, je ne pourrais pas. Je sais que je ferais des films très très mauvais si je travaillais comme ça. Donc, il y a quelque chose, oui, je suis arrivé à une pensée aussi simplement en tant qu'homme. Et ces pensées, je l'exprime, elles évoluent aussi, parce que maintenant, ça fait 20 ans que je fais des films. Et elles s'affinent, et je pense que les bases étaient là déjà, et je ne sais pas si elles vont changer. De toute façon, d'une certaine manière, ce que je suis artistiquement, c'était déjà là quand j'étais adolescent. Je fais... tout mon œuvre, c'est une sorte d'expression de l'adolescence, mais qui passe à travers le filtre de la maturité. C'est comme ça. Et c'est aussi, je pense que l'objet scénario, tu es à l'aise avec l'objet scénario aussi. C'est ce qui n'est pas mon cas. Pour des raisons que... Moi, c'est très... Enfin, pourtant, j'adore écrire, hein, mais j'ai l'impression que ça m'éloigne du film. Au lieu de moi. Alors que quand je dessine, par exemple, parce que je dessine beaucoup, ça me rapproche du film. J'ai vraiment cette sensation qui est nette. Par exemple, donner un prénom à un personnage, moi, ça m'a jamais convaincu, en fait. Je n'arrive pas à m'auto-convaincre que ce personnage s'appelle François plus que Camille. Et du coup, mes personnages n'ont jamais de nom. Sauf quand le nom est dans le titre. Mais j'y crois pas. C'est presque trop de fiction pour moi, en fait. Et j'ai envie que ça m'échappe. Du coup, l'objet scénario, j'essaie de passer par des formes. Un jeune poète, par exemple, c'était 50 phrases, enfin, comme des vers, quoi. 50 situations, comme autant de situations, comme autant de scènes. Un peu dans le désordre. Et du coup, on a commencé le tournage avec ça. Mais avec 50 phrases, j'ai la sensation d'être en train de chercher quelque chose de personnel, dans une voix qui est personnelle. Alors que et pourtant j'ai déjà essayé, hein, si j'essaye d'écrire de façon normée, on va dire, j'ai l'impression de m'éloigner vraiment de ce cœur, de cette sensation. Et ça devient un problème pratique de production, puisque tous les financements sont basés sur le scénario. On lit le scénario, mais moi qui écris assez facilement des scénarios, et des scénarios très détaillés, j'ai un autre problème, puisque on a aussi une idée très formatée de ce que c'est un scénario. Et donc, il y a 20 ans, on me félicitait sur mes scénarios, mais maintenant, les lecteurs au CNC trouvent qu'on n'a pas le droit de décrire autant. Et puis que les dialogues sont trop littéraires. Ils ne sont pas littéraires pour moi, ils sont cinématographiques, mais ils ne sont pas du tout. Il n'y a aucune tentative de faire des dialogues naturalistes. Ce sont des dialogues qui sont destinés à provoquer des émotions très profondes chez les gens qui les disent, chez les acteurs, donc, pour que cette intériorité devienne appréhensible et puisse être captée par la caméra et par le microphone. Et donc le scénario, effectivement, c'est soit on n'écrit pas assez, soit on écrit trop, mais c'est moins un problème pratique. Mais par exemple, Fellini, c'est un scénario que j'aime énormément. Ses scénarios étaient écrits, co-écrits, enfin il n'écrivait pas, mais il faisait beaucoup de dessins aussi. Mais quand il travaillait sur le tournage, j'ai vu dans
des documentaires, et c'était très très précis quand même. Il donnait les gestes vraiment d'une manière très très précise, les mouvements. Est-ce que tu donnes des indications à des acteurs? Pas mal, oui. En fait, ça dépend des acteurs, parce que je crois pas à la direction d'acteur. Voilà, je pense vraiment que ça dépend des personnes que tu as en face. Et avec certains acteurs, certaines personnes, je parle beaucoup pendant la prise. Ce qui est vraiment... Pendant la prise. Pendant la prise. Ce qui est vraiment horrible pour l'ingénieur du son. Parce qu'après, il doit tout boucher au montage, il doit enlever ma voix tout le temps. Mais oui, parce que c'est, je pense que c'est aussi hérité du travail dans le spectacle vivant, c'est-à-dire c'est ce rapport... c'est la sensation que j'aime bien quand je suis sur un plateau quand je travaille au cinéma, c'est presque celle que j'ai quand je suis sur un plateau de théâtre, en fait. C'est-à-dire, je donne des indications, et il y a presque une sorte de co-création en direct, et surtout, vu que je travaille beaucoup avec des acteurs qui sont non professionnels, enfin, ça veut rien dire non professionnels, mais en tout cas qui n'ont pas une grande expérience du théâtre, qui n'ont pas de formation, ça enlève toute pression, en fait. Parce qu'ils savent que je suis là, et qu'on est en train de chercher, ensemble, et qu'on peut rater. Et du coup, on essaye, et par briques comme ça, tiens, tu peux redire ça. Et en général, j'essaye de ne pas couper. Donc, et souvent de ne pas faire action. Et du coup, comme ça, on est dans une sorte de flottement où on s'installe, on pose la caméra. Enfin, quand ça se passe bien, c'est comme ça que ça se passe. C'est toujours facile, mais on s'installe, et puis on commence à chercher, et en fait, ça a déjà tourné, et à un moment, c'est bon, on a tout. Pour moi, j'ai la scène. Parce que je sais, j'ai l'idée derrière la tête, évidemment. Voilà. Et parfois, au contraire, je dis rien, parce que je ne sais pas aussi, et je laisse aussi faire des choses. Voilà. Et d'autres fois, c'est beaucoup plus précis. On fait... Il n'y a pas une méthode, et on fait plus classique, genre 5 ou 6 prises, ou 10 prises. Mais c'est vraiment suivant les acteurs avec qui je travaille. Le dernier film que j'ai fait, c'est avec un enfant de 6 ans. Et Sous la neige. Et là, j'ai découvert que les joies de tourner une seule prise, j'étais obligé, quoi. Parce qu'il me disait, mais on l'a déjà fait, pourquoi on le referait? Et là, j'étais coincé, mais du coup, c'était vachement intéressant pour moi de découvrir aussi une autre façon de travailler. Je sais qu'il y a beaucoup de cinéastes qui travaillent comme ça sur, on va dire, la rareté, la préciosité de la prise unique. Et voilà, c'est pas trop mon truc a priori, mais là j'ai découvert. Oui, mais avec cet enfant, il y a une certaine magie dans certains des plans où il y a effectivement quelque chose que tu n'aurais jamais pu retrouver dans une entreprise. Moi, je cherche à... Moi, le moment de la prise, c'est quelque chose de... Il y a une intensité presque mystique, parce que pour moi, c'est une magie, justement, qui vient ou qui ne vient pas. Dans ce cas, il faut refaire. Mais en général, ça vient assez vite, même souvent à la première prise, c'est souvent la meilleure. Mais je cherche, disons que je cherche à évacuer la tension, donc pas pendant la prise, mais c'est pendant en fait tout le tournage où j'essaie d'établir sur le plateau une atmosphère très très tranquille. Il n'y a jamais de tension pendant mes tournages, personne ne s'engueule, personne ne gueule, il y a et parfois les gens qui viennent, qui ont d'expérience, moi je n'ai pas beaucoup d'expérience d'autres tournages, mais les gens qui ont beaucoup d'expérience, ils sont étonnés par le calme, parce que donc on prend le temps, on respecte le travail de chacun, et chacun doit faire son travail. Et avec les acteurs, je cherche à établir un rapport de confiance et d'amitié, mais je ne fais pas des directions d'acteurs non plus, parce que en fait, je choisis les acteurs pour une certaine intériorité, une certaine intelligence et une certaine intériorité. Et puis, une fois qu'ils ont le scénario, on fait simplement une lecture en général à la table. Et on ne parle jamais de la psychologie des personnages, puisque le personnage existe
par ce qu'il dit et ce qu'il fait dans les plans du film, et c'est tout. Il n'y a pas de passé, sauf que le passé est évoqué dans le film, et l'avenir c'est dans le présent du film. Mais disons que quand on fait cette lecture, c'est simplement s'ils prennent les intonations psychologiques qui viennent du théâtre psychologique, où on reste suspendu là où, en parlant normalement, la voix descendrait, je leur dis de redescendre sur terre. Mais c'est tout. Et après, on répète juste pour qu'ils se sentent à l'aise, en général une seule fois, et puis on tourne. Et souvent, c'est la première prise qui est la meilleure. Mais disons que, justement, comme par rapport à la littérature, comme la matière du cinéma, c'est pas un autre moyen comme les mots ou les couleurs ou les sons pour un peintre ou un musicien. Donc c'est la réalité, mais si on ne voit dans le film que ce qu'on voit dans la vie, c'est pas la peine, je pense, de faire des films. Donc je suis comme toi à la recherche de ce mystère qu'il y a dans les êtres et dans les choses aussi. Quand je filme même un objet inanimé ou une matière ou un paysage. Et donc je suis à la recherche de ce mystère, mais je cherche voilà, par un autre chemin. Et toi, tu trouves un rapport avec le spectacle vivant, entre ton cinéma et le spectacle vivant? En fait, c'est plus ce que je disais tout à l'heure, c'est plus des... J'adore ces moments de répétition au théâtre, en fait, ou en danse. C'est ces moments où on cherche dans la création, et où finalement, pour moi, il se passe parfois des choses exceptionnelles, alors qu'on est censé être dans l'avant-spectacle. Donc c'est cette magie-là que je recherche quand je tourne, et aussi... moi, je fonctionne mal avec la pression, donc du coup, j'essaye, vu que je suis pas calme du tout, moi, sur un tournage. Je suis calme, les gens ont l'impression que je suis calme, mais à l'intérieur, c'est le volcan. Du coup, j'essaye de trouver des façons de tourner qui fassent que cette pression ne me tétanise pas, en fait. Donc, du coup, c'est aussi pour ça que je travaille avec des petites équipes, c'est pour des raisons de production, mais c'est aussi parce que c'est plus agréable, il y a quelque chose, j'ai l'impression de travailler mieux en fait, plus en détail. Mais voilà, le spectacle vivant, moi je viens de là, donc c'est vrai que c'est ça qui m'amène au cinéma. En fait. Dans l'adolescence, j'avais pas du tout idée de devenir réalisateur, mais alors vraiment pas. C'est venu. J'ai commencé à voir des films. Je me suis rendu compte quand j'avais 20 ans qu'il y avait d'autres types de films qui existaient. Je n'avais absolument aucune idée qu'il y avait d'autres films que les films américains, par exemple. Notamment des films d'auteur. Et par exemple, quand j'ai découvert Bresson, Ozu, des cinéastes comme ça, moi j'ai toujours une première réaction de rejet, en fait, de c'est quoi ces films très étranges. Et une fascination qui s'installe secrètement à l'intérieur. Ouais, je me suis endormi, mais je vais quand même le revoir. Et jusqu'à me dire, mais en fait, ce qui se passe, c'est que là, j'ai vécu des émotions que j'ai du mal à nommer. J'ai pas pleuré, j'ai pas ri, j'ai très profond. Et la liberté, le travail de ces films-là, si je pense à Bresson, par exemple, qui était vraiment un vrai marqueur pour moi, un vrai choc. M'a donné envie de faire du cinéma. M'a donné envie de pratiquer, d'essayer, de voir comment ça se fabriquait. Voilà. Moi, c'est aussi par la cinéphilie que je suis venu, mais ça a commencé plus tôt. Et peut-être justement parce qu'il y avait un rejet très conscient de la barbarie, puisqu'elle était sur place en barbarie. Et du coup, j'ai cherché à voir des films européens. Et donc,
c'est quelque chose que j'ai déjà raconté, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Quand j'avais 13 ans, mes parents, qui n'étaient pas cinéphiles du tout, je ne sais pas pour quelle raison, m'ont amené voir la Dolce Vita. Donc plus de 3 heures, je pense, de cinéma sans vraie construction narrative et en italien avec des sous-titres. Et ça m'a tellement marqué que j'ai compris que le cinéma, c'était pas ce que fabriquaient les barbares, mais c'était autre chose. Et puis, donc, j'ai commencé à aller, heureusement, comme j'ai eu le malheur de naître en Barbarie, j'ai eu au moins la chance de naître à la Nouvelle-York, où il y avait, au moins à l'époque, il y avait quelques cinémas où on pouvait voir des films européens. À l'époque, il y avait moins de films asiatiques, on ne connaissait pas Ozu, ou même Kurosawa, on connaissait un petit peu. Mais je voyais surtout donc des films italiens et français depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et moi, j'ai beaucoup aimé le cinéma aussi, le théâtre aussi et le spectacle vivant. Mais curieusement, c'est pas ça qui m'a amené au cinéma. Pour moi, c'était vraiment deux choses différentes. Je voyais plus le rapport avec la peinture ou l'architecture, même la musique, qu'avec le théâtre. Et même maintenant, je trouve, quand les gens me disent que mes films sont théâtraux, ça me choque beaucoup. Parce que pour moi, c'est le contraire du théâtre. Mais c'est peut-être aussi parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus ce que c'est vraiment le théâtre. On ne saisit pas l'essence de la théâtralité. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. En tout cas, oui, les autres arts, c'est évident. En tout cas, moi, ça me nourrit beaucoup, mais pas comme... parfois, les gens me disent que tel ou tel plan est inspiré de tel ou tel tableau. Non, je ne pense jamais à un tableau. Ou parfois, on me dit que tel ou tel plan est inspiré de tel ou tel plan dans un autre film. Et quand je leur dis que je n'ai jamais vu ce film, ils insistent quand même, ils sont sûrs que je suis inspiré. Mais dans tes films, il y a beaucoup de très belles scènes comment dire, où il y a comme ça, soit du théâtre baroque, soit un poème, soit de la musique, où tu prends le temps à chaque fois de les inscrire dans la fiction, mais aussi tu prends le temps de nous les offrir. Et vraiment, je trouve, dans tes films, c'est cette question-là, tes films sont traversés par cette influence-là aussi, je pense. En tout cas, ils sont présents dans ton cinéma. Parce qu'ils font partie de mon expérience et donc de la vie en quelque sorte, mais je les traite comme d'une manière presque documentaire, c'est-à-dire que effectivement je permets à l'artiste vivant, enfin qui pratique, et bon, tous les artistes sont vivants au moment de leur création, mais je les permets donc de chanter ou de jouer. Mais je cherche à les filmer cinématographiquement. Je ne cherche pas à reproduire l'expérience du spectacle vivant, qui est autre chose. Ce qu'ils essaient de faire dans ce qu'ils appellent des captations pour la télévision, par exemple, ils essaient de donner aux spectateurs de la captation l'impression d'assister au spectacle. Moi, je ne pense pas que ce soit possible. C'est intéressant, peut-être, comme document, comme façon de voir de loin quelque chose, mais ce n'est pas le spectacle vivant. Mais quand je filme un chanteur ou une chanteuse, j'essaie de le filmer comme je filme les personnages, en fait, ou comme je filmerais un paysage. Est-ce qu'il y a des artistes particuliers, ou des cinéastes, qui t'ont vraiment marqué? Bon, tu as cité Bresson, je déteste le mot influence, mais surtout de temps. Mais disons que c'est un goût commun. Voilà. Mais est-ce qu'il y en a d'autres? Ah ouais, il y en a plein. Non, il y en a plein. Et tu citais Ozu tout à l'heure. C'est aussi plus que des influences, pardon, plus j'avance, plus je fais des films, c'est aussi des gens
qui ont existé ou qui existent encore, mais qui donnent de la force en fait. Mm. Qui donnent de la force, qui donnent. Parce que faire un film, évidemment, c'est compliqué. Il y a plusieurs écritures. On a parlé tout à l'heure de l'écriture, mais après il y a le tournage, après il y a le montage, qui est une nouvelle écriture. On remet un peu tout en jeu dans ces moments-là. Et moi, c'est simplement le fait de savoir que d'autres femmes, d'autres hommes traversent ça et en parlent, ça me nourrit et ça me permet d'aller plus loin en fait. Mais ouais, il y en a beaucoup. Et après, c'est vrai que, comme tu le sais, moi ce qui me. J'aime travailler sur des drames qui sont ténus, ou sur des. J'aime bien, comme si un spectateur me dit il se passait pas grand chose, mais c'était bien, il s'est passé quand même quelque chose, je suis content. Donc je vais chercher, je lutte un peu contre l'histoire, contre le récit, j'essaye d'avoir le récit le plus minimal possible, par goût et parce que j'ai l'impression que ça me correspond, j'ai l'impression que je ne peux pas faire autre chose. Et du coup, je laisse la place beaucoup au temps, au paysage, etc. Et je pense qu'il y a tout un pan du cinéma asiatique qui m'a nourri, ou même sud-américain, qui travaille là-dessus en fait, qui travaille sur parfois des plans longs. Et ce qui est intéressant, c'est que là je sors d'un tournage et que quand bien même j'essaye de faire différent, c'est-à-dire j'essaye de faire bouger la caméra, j'essaye de plus découper, etc. Je me rends compte, parce que là je suis au montage en ce moment, je me rends compte que non, c'est pas. Il y a quelque chose qui résiste en fait, Bien sûr. et qui tient, et que finalement je pourrais avoir de grandes idées et vouloir faire un polar demain avec une caméra à l'épaule, c'est pas moi en fait. Bien sûr. Et alors ça fait plaisir, et en même temps ça fait pas de plaisir du tout, parce que tu te sens un peu enfermé dans une voie en fait. Et c'est très étrange. Je pense que moi je découvre ça parce que ça sera mon 4e film, mais ouais, très étrange. Oui, mais c'est ta voix, et c'est très bien. Il faut, quand on quitte sa propre voix, et c'est forcément, on va faire de mauvaises choses. Il faut. Bon, moi je crois beaucoup au destin, et donc on a un destin, on a une voix, et puis il faut la trouver, il faut l'assumer, il faut la suivre. Et toi, quand tu fais un film, tu as envie de faire différent à chaque fois, tu as envie d'aller chercher quelque chose d'autre aussi. Oui, mais je les cherche à travers d'autres thèmes, d'autres lieux, d'autres personnages aussi. Et du coup, et même quand je retravaille avec le même acteur, à la fois l'intériorité qui en sort, c'est la même dans 2 ou 3 films, mais comme ça passe à travers une fiction, ça devient autre chose, ça devient un autre personnage. Et oui, j'ai l'impression de ne pas refaire la même chose tout le temps. Et par rapport à ce que tu as dit par rapport au temps, pour moi aussi c'est très important, même si mes plans sont très cadrés, enfin on sait en termes d'action ce qui va se passer. Le temps, c'est vraiment très important. Et celui de mes films que je préfère, où j'ai l'impression d'être allé le plus loin vers ce que je recherche, c'est La religieuse portugaise. C'est celui qui a eu le moins de succès commercial en France, c'est très logique. Et c'est en partie parce que j'ai pu prendre mon temps. C'est peut-être lié aussi à Lisbonne, à la culture portugaise, où le temps, enfin, en tout cas à l'époque, c'est qu'il y a 11 ans maintenant, c'était différent, puisqu'on est en train de transformer Lisbonne en ville moderne, bobo. Mais à l'époque, donc Lisbonne avait vraiment un autre temps, une autre temporalité, et qui me correspondait et qui correspond à mon cinéma. Mais effectivement, je pense que le temps, c'est un des éléments clés du cinéma, d'autant plus que c'est un temps
qui est multiple, qui est complexe, puisqu'il télescope en fait 3 temps, qui est, premièrement, il y a le temps réel du tournage. On scelle, que vous utilisez le terme de Tarkovsky, on scelle un temps réel, qui est celui qui est la réalité du tournage. Ensuite, cette temporalité entre dans le temps de la fiction, qui a aussi son propre temps. Et puis ces 2 temps ensemble qui sont captés qui sont dans le film, entrent dans la temporalité du spectateur, c'est-à-dire le temps du déroulement de la projection, où le spectateur quitte son temps propre et entre dans un autre temps. Et ces 3 temps se rejoignent dans l'expérience cinématographique de se trouver dans une salle de cinéma. Mais quand tu dis qu'à Lisbonne, pour le tournage de l'origine portugaise, justement, tu as trouvé t'as la sensation d'avoir trouvé ce temps-là. C'est de quoi tu parles en fait? C'est sur le tournage, au moment du tournage, ou plus l'atmosphère Oui, c'était les deux en fait, puisque là il y avait un respect absolu, ça c'était grâce à mon producteur portugais Luís Urbano, un respect absolu de l'artistique. Donc il n'y avait jamais, on me disait jamais il faut aller plus vite puisque sinon on va rentrer dans l'heure supplémentaire et qu'on n'a pas de budget. Voilà, et c'est l'atmosphère aussi de Lisbonne où c'était à l'époque une ville qui était un peu en dehors du temps, en tout cas notre temps de l'Europe occidentale. Je le retourne, mais je ne voudrais pas que tu penses, Jeanne, que nous sommes dans un temps occidental ici. Nous ne sommes pas dans un temps occidental, néanmoins il tourne. Tout à l'heure, Stéphane Lambert a prononcé il a eu cette expression, il a parlé de densité invisible. Il me semble que quand on fait l'expérience de regarder les films de l'un et de l'autre, quand on lit évidemment les livres de Jeanne Green, il se passe quelque chose de ce que Stéphane Lambert appelait la densité invisible. Et il me semble que, je ne sais pas, est-ce que cette chose-là, d'ailleurs ça a été évoqué par l'un d'entre vous, cette densité invisible est quelque chose qui me frappe quand on observe vraiment, quand on fait l'expérience, il s'agit d'expérience en effet, de votre œuvre à chacun. Densité invisible. Oh, c'est un trop grand mot. Voilà, tous les deux m'ont dit, en fait, je vais vous dire la vérité. Je leur ai proposé de dialoguer. Ça n'est pas évident, surtout quand on se connaît plus ou moins, c'est leur cas. Et on avait fait cette expérience à la Maison des écrivains et je leur ai raconté ça. C'est pour ça aussi qu'ils ont accepté peut-être de proposer à Paul Audy et Jean Bollack philologue, Paul Audy philosophe, de converser alors qu'ils avaient entamé une conversation lors d'un déjeuner. Et je leur ai dit maintenant vous vous taisez, vous allez poursuivre en public. Ça n'est pas un exercice facile puisque converser et dialoguer d'une certaine manière n'est pas forcément aisé en public, ça n'est pas la même chose. C'est peut-être aussi ce qui peut se passer quand on dit, ça c'est Robert Robert qui dit tout le temps, comment dire à quelqu'un qu'on filme qu'il fasse comme s'il n'y avait pas de caméra. C'est compliqué. Voilà. Donc c'était ça l'enjeu, lors de ces enjeux qu'ils dialoguent. Ils ont abordé des choses fondamentales dans leur œuvre. Si vous faites l'expérience de ces films, vous verrez que, par exemple, la neige, tu as filmé la neige déjà, toi? Non, parce que j'ai toujours tourné à la belle saison. Mais la neige pour toi est fondamentale. Et Damien, si je ne me trompe pas, je ne sais plus si c'est toi ou ton camarade japonais l'un voulait filmer l'enfance, et ça c'est lui, et moi je vais filmer la neige. La neige, voilà. Et toi, tu n'as jamais filmé la neige, qui est quand même extrêmement importante. Oui, j'aimerais bien filmer la neige, mais mes histoires se passent toujours quand il fait beau. Voilà, si vous voulez que quelques personnes vous posent des questions, oui, c'est voilà, et puis on fasse. Comme on nous oblige toujours à présenter nos films au public, on a l'habitude du public qui pose des questions après les projections. C'était une production.
Oui, Oui. une question. Oui, Sylvia. c'est une question pour Daniel Manival. Je voulais vous demander si vous n'avez jamais pensé à laisser des indications de direction, puisque vous intervenez en même temps que le tournage. Pourquoi ne pas aller au bout, un peu comme un cantor, et à la limite, à un moment donné, laisser le spectateur voir ce qui se passe pendant le tournage complètement? Pourquoi pas? Je pense que ça gâcherait le film. Mais en tant que document de travail, pourquoi pas, ouais. Après, je pense que sur la scène, quand Cantor il intervient, etc., là, ça fait partie de l'œuvre et du coup, ça extrêmement intéressant. Extrêmement intéressant. Par exemple, mon camarade japonais avec qui j'ai co-réalisé Takara, donc mon dernier film, lui me disait qu'il, pour certains de ses films, il a besoin de rentrer dans le champ de la caméra. Et donc, il est acteur aussi dans ses films, même des petits rôles. Mais il y a toujours une scène où lui, mais toi aussi d'ailleurs. Non, c'est vrai. Où il joue dedans et il me disait, mais tu devrais faire ça, Damien, c'est intéressant. Et je dis, mais j'ai aucune envie d'être devant la caméra, j'ai aucun. Il me dit, mais c'est pas du narcissisme. Il me dit, ce qui est intéressant, c'est que ça me met d'égal à égal avec mes acteurs, en fait, avec mes personnages aussi. Et je trouve ça très intéressant, peut-être que j'essaierai un jour. Mais les indications, c'est plutôt de l'ordre de tourne la tête à droite, baisse le menton, des choses comme ça. Je ne sais pas si ça serait très passionnant. Fellini faisait ça aussi, mais comme ses films étaient toujours très synchronisés, il n'y avait pas le même problème. Mais comme tu dis, c'est son direct, c'est surtout le monteur son, je pense qu'il en souffre. Oui, moi, les gens me posent souvent la question, puisque tu l'as évoqué, pourquoi souvent je fais un petit rôle. Dans la religieuse portugaise, je faisais même un rôle plus important, mais ce n'était pas prévu. C'était pour remplacer de pied levé l'acteur qui devait jouer et qui a annoncé pendant qu'on tournait qu'il ne pouvait pas venir. Mais sinon, moi je le vois d'abord un peu comme les peintres du XVIe, XVIIe siècle qui parfois se montraient comme un petit personnage. C'est une forme de signature, mais c'est aussi, ça fait partie de ce que tu as dit, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je cherche toujours à établir des rapports de confiance, même d'amitié avec les acteurs et avec les membres de l'équipe aussi, et que le fait de se mettre devant la caméra et donc se mettre en danger, ça participe aussi à cette démarche, puisqu'ils voient que j'ai le trac, que je regarde mon texte voilà, comme eux, et que voilà, ça détend l'atmosphère. Puis enfin, j'ajouterais que la parole est extrêmement importante, y compris dans son absence. Le son, il n'y a pas de silence dans ces films, évidemment, dans leurs films. Takara est un film en ce sens très particulier. Je parlais d'audace, mais si vous voyez le parc, je me souviens de cette discussion que j'avais eue avec Damien, qui m'avait dit que le parc, en fait, c'était un mot. Il avait voulu filmer à l'origine un salto arrière. Et tu m'avais dit ça, et ça donne le parc. Donc, ces expériences, ces idées qui fondent une œuvre sont importantes. N'oubliez pas que Eugène Green a un certain goût pour goût politique, sans doute aussi pour le Pays basque. Cette langue l'intéresse et ça fait faire la parole, si je ne m'abuse. Voilà. Et vous verrez à quel point on est là dans des enjeux qui parlent d'influence, même si je suis désolée, je ne savais pas que tu détestais ce mot, Eugène. Mais on est traversé, en effet, quand on fait l'expérience de ces œuvres, par quelque chose qui dépasse certainement la littérature, qui dépasse certainement le cinéma, mais qui sont là des œuvres absolument entières, complètes, et qui inscrivent ce temps dans notre vie, dans nos vies, et c'est pour ça qu'elles sont pour nous si importantes. Voilà, si vous n'avez pas de questions,